L'hiver de 1794 s'abattait sur la Bourgogne comme une chape de plomb. Dans les campagnes, le froid gelait les ruisseaux, les routes disparaissaient sous la neige, et le sel, cette denrée simple et pourtant vitale, avait disparu des marchés. La Révolution avait coupé les routes du commerce, et les paysans livrés à eux-mêmes durent inventer leur propre manière de survivre. Dans un petit village entre Châlons et Autun, on racontait qu'une poignée d'hommes avait trouvé le moyen d'extraire du sel, des cendres et de la terre. Ce n'était plus une histoire de richesse, mais de survie. Le sel conservait la viande, guérissait les plaies, empêchait les récoltes de pourrir. Sans lui, les familles mouraient lentement, rongées par le froid et la faim. Chaque nuit, à la lueur des torches, les villageois descendaient vers la rivière gelée. On y faisait chauffer des pierres plates que l'on arrosait d'eau saumâtre recueillie à travers les couches d'argile. L'odeur âcre emplissait les vallées, et la vapeur s'élevait dans le silence comme un signe de défi au dieu du froid. Les enfants, grelottants, attendaient que le sel sèche sur les toiles tendues. Les femmes le grattaient délicatement, grain par grain, et le gardaient dans de petits sacs de lin. C'était un or blanc, un miracle artisanal né du désespoir. Mais derrière cette lutte silencieuse, une autre histoire se cachait, celle d'un savoir oublié, transmis depuis des générations. Une méthode ancienne, née des marais disparus de la Saône. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce monde perdu, où chaque grain de sel portait la mémoire d'un peuple entier. Avant de plonger dans cette histoire oubliée, prenez un instant pour soutenir notre travail. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime si vous aimez découvrir la vie des anciens et surtout, dites-nous en commentaire de quelle région vous nous regardez, car chaque coin de terre a ses propres souvenirs et peut-être que votre village cache, lui aussi, un secret du passé. En 1794, la France tremblait encore sous le souffle de la Révolution. Dans les grandes villes, on parlait d'égalité, de liberté et de lois nouvelles. Mais dans les campagnes de Bourgogne, loin des cris de Paris, on parlait de choses bien plus simples, de pain, de bois et de sel, car le sel, à cette époque, était plus qu'une denrée, c'était la survie elle-même. La gabelle, cet impôt sur le sel qui avait pesé pendant des siècles sur le peuple, venait d'être abolie. Mais avec la guerre, les routes bloquées et les marchés vides, il n'y avait plus de sel à acheter, même pour ceux qui en avaient les moyens. Alors, les paysans n'eurent pas le choix. Ils devaient apprendre à le fabriquer eux-mêmes comme leurs ancêtres d'autrefois. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, ce n'est pas une simple histoire d'ingéniosité. C'est une plongée dans la vie rude des campagnes bourguignonnes, dans les gestes oubliés, les odeurs fortes, la solidarité muette d'un peuple qui, face à la misère, choisit de créer. Car dans chaque grain de ce sel artisanal, il y avait un peu de courage, un peu de foi, et toute la mémoire d'une France qui refusait de mourir. L'hiver de 1794 fut l'un des plus rudes que la Bourgogne ait connu depuis des décennies. La neige recouvrait les champs comme un linceul, les granges étaient vides et les troupeaux faméliques cherchaient des brins d'herbe sous la glace. Le vent descendait des collines du Morvan avec une colère sourde et les villages semblaient figés dans un éternel silence. Dans la petite paroisse de Saint-Romain-sous-Gourdon, les paysans comptaient leurs réserves, un peu de seigle, quelques racines séchées et surtout plus une pincée de sel. Les salines de Franche-Comté ne livraient plus, les convois étaient interceptés et le commerce s'était effondré avec la Révolution. Le sel, jadis lourd d'impôts, était maintenant devenu introuvable. Sans sel, tout se perdait. Le lard tournait, les légumes en conserve moisissaient, le fromage se couvrait d'une pellicule verte. Les femmes pleuraient devant les barils vides, car sans cette poudre blanche, l'hiver devenait une lente agonie. Le sel, c'était la vie, et son absence, la mort. Certains tentaient des solutions désespérées, faire bouillir la terre des étangs, gratter les pierres des étables ou voler quelques poignées dans les entrepôts des villes voisines. Mais ces tentatives finissaient souvent en échec ou en punition. La loi révolutionnaire était stricte, pas de commerce illégal, pas de troc interdit. C'est alors qu'un vieil homme, un ancien ouvrier des salines de Salins-les-Bains, proposa une idée.
Il se souvenait d'une méthode ancienne, utilisée autrefois dans les marais de la Saône, récupérer le sel caché dans les cendres et les couches d'argile. Une technique oubliée, transmise par les anciens avant que la gabelle ne la rende inutile. Les villageois, d'abord sceptiques, écoutèrent en silence. La voix du vieil homme tremblait, mais ses yeux brillaient d'une assurance rare. Il parlait du feu, de l'eau saumâtre et des pierres chauffées jusqu'à blanchir. Il disait que le sel dormait encore dans la terre, qu'il suffisait de le réveiller. Cette nuit-là, alors que le vent hurlait dans les cheminées, les hommes décidèrent d'essayer. Ils se réunirent dans une grange abandonnée, apportant des seaux, des torches et les dernières bûches de bois qu'ils possédaient. On alluma le feu, on creusa un trou et on pria pour que la terre leur rende ce qu'elle leur avait pris. Le premier essai fut un désastre. L'eau bouillonnait sans laisser de traces blanches. Le sol fumait, l'air empestait la suie et le désespoir gagna les visages. Mais personne ne quitta la grange. Ils savaient qu'ils n'avaient plus rien à perdre. Au petit matin, sous la lueur faible d'une chandelle, un enfant remarqua une fine croûte cristalline sur les pierres. Il appela son père, qui gratta doucement la surface. Entre ses doigts, un éclat scintilla. C'était du sel, le premier grain du miracle bourguignon. Ce matin-là, le village tout entier se réveilla avec un souffle nouveau. Le froid persistait, la misère aussi. Mais un secret venait d'être ravivé, celui du sel caché dans la terre. Et pour la première fois depuis des semaines, les hommes sourirent. Le lendemain, le village entier se rassembla autour de la grange. Les plus âgés, les femmes, les enfants, tous voulaient de voir le prodige. Le vieil homme, qu'on appelait Maître Géraud, marchait lentement entre les seaux et les pierres noircies. Son regard portait la gravité de ceux qui savent que chaque geste peut décider du lendemain. On creusa plus profond cette fois, jusqu'à trouver une couche d'argile humide. L'eau qu'on en tirait avait un goût amer, presque salé. Géraud expliqua que la terre, autrefois recouverte de marais, gardait en elle la mémoire du sel disparu. « La terre n'oublie jamais », murmura-t-il, et ses mots résonnèrent comme une prière. Les hommes disposèrent de grandes pierres plates autour du feu. Ils versèrent l'eau saumâtre dessus, lentement, avec des gestes précis. Le bois craquait, la vapeur s'élevait, et l'air se chargeait d'une odeur étrange. Un mélange de cendres, de métal et de mer. Les femmes observaient en silence, tenant les enfants serrés contre elles. Elles savaient que si cette méthode fonctionnait, le village pourrait survivre à l'hiver. Si elle échouait, il ne resterait que la faim. L'atmosphère était lourde, presque sacrée, comme si chaque flamme portait le poids d'un espoir collectif. Géraud, les mains noircies par la suie, montra comment filtrer la cendre et récupérer l'eau chargée de sel. Il fit couler le liquide dans un récipient de cuivre, chauffé jusqu'à ce que de minuscules cristaux se forment au fond. Les enfants, fascinés, se penchèrent pour voir la naissance du sel. « Regardez bien, dit-il, ce n'est pas de la magie, c'est la mémoire de nos ancêtres. » Et autour de lui, les visages se figèrent, éclairés par le feu. Les gouttes tombaient lentement, s'évaporant dans le silence. Le sel renaissait, grain par grain, comme s'il sortait du ventre de la terre. Quand la nuit tomba, ils étendirent les toiles de lin près du feu et y déposèrent le mélange bouillant. L'humidité s'envolait, et sous la lumière tremblante des torches, le sel se cristallisait lentement. Les femmes le touchaient du bout des doigts, incrédules. Il était rugueux, impur, mais réel. On décida de partager équitablement la première récolte. Chaque famille reçut une petite poignée, enveloppée dans un morceau de tissu. Certains l'accrochèrent au mur comme un talisman. D'autres le gardèrent pour la soupe du lendemain. Aucun grain ne fut perdu. Cette nuit-là, le village ne dormit pas. On parlait du feu, de la vapeur, des pierres blanches. On disait que Géraud avait pactisé avec la terre. Les plus pieux remerciaient Dieu, les autres le vieil homme. Tous savaient que quelque chose venait de changer. Au matin, les enfants coururent dans les champs gelés, ramassant de la terre humide pour aider les adultes. Le sel n'était plus seulement un besoin, c'était devenu une œuvre commune, une victoire sur la misère. Et dans le regard des paysans, on lisait pour la première fois un éclat de fierté. Les jours suivants, la vie du village se transforma.
là où régnait le silence et la résignation, on entendait désormais le crépitement des feux, les murmures des travailleurs, les rires étouffés des enfants. Chaque soir, les habitants se retrouvaient dans la grange de Géraud, devenue le cœur battant de Saint-Romain-sous-Gourdon. Le feu brûlait sans relâche, alimenté par les dernières réserves de bois. Les hommes se relayaient pour entretenir les braises, les femmes pour filtrer l'eau et étendre les toiles. La nuit, le village entier semblait respirer au rythme de la vapeur. Dans la pénombre, les silhouettes se mêlaient à la fumée, donnant au lieu des allures de forge mystique. Le sel s'accumulait lentement, formant de petites tas blanchâtres sur les tissus. On le séchait près du feu, puis on le broyait avec des pierres plates. Le son de ces gestes devint familier, un cliquetis régulier, presque apaisant. Le sel n'était plus seulement un produit, c'était devenu une musique, une cadence qui berçait les nuits. Les plus anciens disaient que ce qu'ils faisaient là n'était pas nouveau, mais un retour à un savoir perdu. Nos ancêtres connaissaient déjà la terre salée, affirmait Géraud. C'est la gabelle qui nous l'a fait oublier. Alors, pendant que la jeunesse maniait les seaux et les pelles, les vieillards racontaient les coutumes d'autrefois, les récoltes de sel dans les marais, les processions et les fêtes autour des salines. Ces récits réchauffèrent les cœurs autant que les flammes. Ils rappelaient à tous qu'avant les impôts, avant la guerre, avant la faim, il y avait eu une France simple et laborieuse, capable de tirer richesse de la terre. Et c'est cette mémoire, bien plus que le sel lui-même, qui donnait la force de continuer. Mais l'espoir attire toujours les convoitises. Une rumeur commença à se répandre dans les hameaux voisins. On disait qu'à Saint-Romain, on fabriquait du sel, malgré les décrets révolutionnaires. Le sel devait être contrôlé, taxé, surveillé. En ces temps troublés, tout acte d'autonomie pouvait être perçu comme une rébellion. Une nuit, alors que le feu brûlait depuis des heures, un cavalier passa près du village. Il observa les lueurs dans la vallée, puis repartit sans un mot. Le lendemain, Géraud avertit les siens. « Si les autorités apprennent ce que nous faisons, ils détruiront tout. Nous devons rester discrets. » Dès lors, on travailla dans le silence. Les torches furent couvertes de tissu pour éviter qu'on ne voie leur lumière. Les enfants n'avaient plus le droit de parler du sel à l'école ou à la messe. Le sel devint un secret partagé, presque sacré. Le danger rendait chaque geste plus intense, chaque nuit plus longue. On disait que même le vent portait l'odeur du sel jusqu'aux collines. Pourtant, personne n'abandonna. C'était une question d'honneur, de survie, de mémoire. Et dans la brume matinale, quand les premiers rayons du soleil se posaient sur les cristaux encore humides, les paysans se sentaient invincibles, car ils savaient qu'ils tenaient entre leurs mains la preuve qu'un peuple pouvait vivre sans maître, sans roi, sans impôts, seulement avec le feu, la terre et la foi. L'hiver s'était installé avec une brutalité rare. Les vents du nord soufflaient sur les toits de chaume, et les routes, déjà désertes, devenaient impraticables. Pourtant, malgré le froid, le feu de la grange ne s'éteignait jamais. C'était comme si ce brasier résistait pour tout le village, gardant vivante la flamme du courage. Un matin à l'aube, un jeune garçon du hameau voisin arriva en courant, essoufflé, les joues rougies par le gel. « Ils viennent de Montcenis », cria-t-il, « des soldats avec des chevaux et des torches ». Le silence tomba aussitôt sur la place. Les femmes cessèrent de moudre le grain, les hommes posèrent leurs outils. Géraud comprit. Il avait toujours su que ce jour viendrait. Il ordonna qu'on cache le sel, qu'on enterre les sacs sous les planches de la grange. Les enfants furent envoyés dans les bois, les anciens enfermés dans les maisons. Le village, si vivant la veille, prit des allures de tombe. Quelques heures plus tard, les soldats arrivèrent. Leurs uniformes sales et détrempés contrastaient avec la pureté blanche du givre. Le capitaine, un homme au regard froid, descendit de cheval. « On dit que vous fabriquez du sel ici, » dit-il calmement. « Le sel appartient à la République. » Géraud s'avança, la voix ferme. « Nous n'avons rien à cacher. Nous vivons de la terre comme nos pères avant nous. » Le capitaine observa la grange, s'approcha du feu encore chaud et posa la main sur le chaudron. Il y resta un instant, puis se redressa lentement.
éteignez tout. Si je reviens et que je vois de la fumée, je brûle le village. » Quand les soldats partirent, le silence revint plus lourd que jamais. Certains voulaient tout arrêter. « On ne peut pas risquer nos vies pour du sel », murmura une femme. Mais d'autres refusaient d'abandonner. « Sans ce sel, on ne passera pas l'hiver. » Ce fut Margot, la veuve du forgeron, qui parla la première. « Ils nous prennent notre sel, nos récoltes, nos fils. Que nous restera-t-il si nous cessons de nous battre ?» Ces mots, simples et pleins de rage, rallumèrent le feu dans les cœurs. La nuit suivante, la grange rouvrit ses portes. On remit le feu au chaudron plus bas, plus discret, mais plus déterminé que jamais. Chaque pelletée de terre jetée sur les braises semblait dire « Nous existons encore ». Géraud surveillait la vallée depuis la colline. Il savait que d'autres villages observaient, hésitant entre peur et courage. « S'ils voient que nous continuons, ils nous suivront », dit-il à Margot. « Et alors, le sel ne sera plus un crime, mais un symbole. » Ainsi, dans ce coin oublié de Bourgogne, le sel devint plus qu'un besoin. Il devint une bannière invisible. Une révolte silencieuse, cristalline, née de la faim, mais nourrie par la dignité. Et dans chaque cristal qui séchait au feu, il y avait un éclat de liberté. Le vent soufflait depuis 3 jours sans relâche, soulevant la neige en tourbillons aveuglants. Le village semblait figé, étouffé sous la blancheur glaciale. Pourtant, derrière les murs de la grange, une chaleur persistait. C'était là que les paysans de Saint-Romain se retrouvaient chaque nuit, serrés autour du feu, à la fois pour fabriquer le sel et pour se rappeler qu'ils existaient encore. Géraud avait vieilli en quelques semaines. Ses mains tremblaient, sa voix se faisait rare, mais ses yeux brûlaient d'une flamme intacte. Il parlait peu, laissant le travail parler pour lui. Margot, elle, tenait le registre du sel. Chaque poignée, chaque grain distribué était noté, car ici, rien ne se vendait, tout se partageait. Un soir, alors que le vent hurlait dehors, Géraud demanda le silence. « Ce que nous faisons ici, dit-il, ne doit pas mourir avec nous. Le sel, c'est notre pain, notre mémoire. Si nous tombons, que d'autres sachent comment le faire. » Ces mots résonnèrent dans la grange comme une prière d'adieu. Alors, il prit une planche de chêne, du charbon encore chaud, et traça sur le bois les gestes essentiels, la terre d'argile, le feu, la vapeur, le linge. Margot recopia les instructions dans un vieux cahier de messe. Il savait que ce n'était pas qu'une recette, c'était un serment. Cette nuit-là, tous jurèrent de protéger ce savoir. Les jeunes promirent de l'enseigner, les anciens de le transmettre avant de mourir. Même les enfants, à genoux près du feu, répétèrent les mots de Géraud. « Le sel appartient à ceux qui peinent, pas à ceux qui ordonnent. » À l'aube, une lumière rouge filtrait entre les planches. Le ciel s'embrasait sur la neige. On aurait dit que le monde entier brûlait en silence. Géraud leva les yeux, murmurant « Que Dieu garde notre secret ». Puis il éteignit le feu. Ce jour-là, pour la première fois, la grange resta froide. Les hommes sortirent dans la neige, cachant les outils sous des tas de foin. Les femmes rangèrent les toiles de lin. Le village tout entier s'endormit dans un calme étrange, celui des batailles qui ne se livrent pas à découvert. Mais le serment vivait. Dans chaque maison, un petit sac de sel reposait au coin de la cheminée. On le gardait comme une relique, un signe de résistance. Même les plus jeunes savaient, ce n'était pas du sel ordinaire, c'était celui du courage. Le soir, autour du maigre repas, on chuchotait encore le nom de Géraud. Certains disaient qu'il était parti dans les bois pour échapper aux soldats, d'autres qu'il dormait sous la terre, veillant sur son secret. Peu importait. Ce qu'il avait laissé derrière lui ne pouvait plus mourir. Et lorsque le printemps revint, que les ruisseaux se remirent à couler, les paysans de Bourgogne reprirent leurs outils. Ils ne parlaient plus du sel à voix haute. Mais quand leurs mains touchèrent la terre, elles savaient. Le sel dormait encore là, fidèle, silencieux, comme une promesse gravée dans la chair du pays. Le printemps de 1795 arriva tard, presque à reculons, comme s'il craignait de déranger les morts de l'hiver. La neige fondit lentement, révélant les champs labourés, les outils rouillés et les chemins ravinés par la pluie. Mais à Saint-Romain, malgré les cicatrices, la vie reprenait.
Le sel avait sauvé le village, pas par miracle, mais par la main et la foi de ses habitants. Dans les cuisines, on recommença à saler le fromage, à conserver le lard, à sécher les légumes. Les femmes souriaient en voyant le grain blanc tomber entre leurs doigts. C'était comme une bénédiction revenue. Les enfants riaient sans comprendre vraiment que ce sel était né de la peur, de la faim et du courage de leur père. Margot, la veuve du forgeron, garda le vieux cahier de Géraud près d'elle, enveloppé dans un tissu de lin. Elle l'ouvrait parfois au crépuscule, relisant les mots tracés au charbon. Il y avait là une simplicité qui la faisait pleurer. L'eau, le feu, la patience, rien de plus. 3 mots pour défier la misère. Géraud ne reparut jamais. On disait qu'il était parti vers le sud, d'autres juraient qu'il reposait sous la grange à côté du chaudron. Mais son nom demeura dans toutes les bouches, comme un goût familier. Le sel de Géraud, disait-il, avait une saveur particulière, plus forte, plus âpre, le goût du souvenir. Les années passèrent, les guerres cessèrent puis revinrent. Les routes furent rouvertes, les salines travaillèrent de nouveau et le sel devint commun, banal, presque oublié. Pourtant, dans les villages du Morvan, certains continuaient à le fabriquer à la manière de Géraud, par respect, par fierté ou simplement par habitude. Le fils de Margot, devenu un vieil homme, montra un jour à son petit-fils comment reconnaître la terre salée. « Ici, dit-il en creusant du bout de la bêche, la terre garde ce que les hommes lui ont confié. » Le garçon, fasciné, prit un peu de cette terre entre ses doigts et la goûta. Il sourit, c'était salé. Le vieil homme rit doucement. « Tu vois, ce goût-là, c'est celui de la vie, pas celui des riches, pas celui des livres. C'est le goût de ceux qui ont résisté. » Le garçon ne comprenait pas encore, mais il se souvint de ces mots toute sa vie. Dans les décennies qui suivirent, la grange de Géraud tomba en ruine. Les poutres pourrirent, la mousse recouvrit les pierres et le chaudron finit par disparaître. Mais chaque hiver, quand la neige blanchissait la vallée, les habitants disaient qu'ils sentaient encore dans l'air une odeur de feu et de cendres. Les plus vieux affirmaient que c'était l'esprit du sel qui revenait visiter les siens. D'autres disaient que c'était simplement le vent, chargé des histoires qu'on n'ose plus raconter. Mais tous, au fond, savaient que quelque chose d'indestructible vivait encore dans la terre. Car tant qu'il resterait un paysan pour allumer un feu, une femme pour étendre un linge, un enfant pour rêver devant les flammes, le sel de Bourgogne ne mourrait jamais. Il dormirait, tranquille, sous la terre, attendant qu'un jour, quelqu'un se souvienne. Aujourd'hui, quand on traverse les plaines de Bourgogne, il ne reste rien de ce petit village. La grange s'est effondrée, les chemins ont disparu sous les herbes hautes et les pierres des maisons dorment sous la mousse. Pourtant, si l'on creuse un peu la terre entre 2 racines, on trouve encore des traces blanches, minuscules, comme des cicatrices de lumière, le sel. Ce sel-là n'a plus de valeur marchande, mais il garde une valeur sacrée. Il raconte une époque où l'homme ne possédait rien, sauf sa dignité et ses mains. Il porte en lui la chaleur du feu, la peur du froid, le courage des femmes, la foi des enfants. Il est la mémoire tangible d'un peuple qui a refusé de plier devant la faim. Et peut-être que dans un autre hiver, quelqu'un quelque part refera ce geste simple, faire bouillir la terre pour en extraire la vie. Alors, la boucle sera bouclée. Car ce n'est pas le sel qui a sauvé les paysans du XVIIIe siècle, c'est leur obstination, leur humilité et cette conviction profonde que la terre, tant qu'on la respecte, rend toujours ce qu'on lui confie.